À son retour sur le campus, il se rend au bâtiment Norris Hall, où se trouvent plusieurs salles de classe. Il cadenasse les issues et s'apprête à commettre le pire carnage de l'histoire contemporaine américaine. Bonjour tout le monde, c'est Youx, comment allez-vous? Voilà, je viens de péter le micro, là je suis en mode chaud vénère, chaud patate. On va parler aujourd'hui de la fusillade de Virginia Tech. Il faut que je redescende un peu, c'est un sujet que j'avais énormément envie de faire. C'était vraiment le sujet que j'avais envie de faire. Et il m'a été proposé par un abonné. Très bonne initiative à toi. Je voulais pas le faire tout de suite forcément ce sujet, puisqu'il est assez choquant, assez sensible, assez trash. Je me suis dit c'est l'un des plus trash de tous les mass murders réunis. C'est un sujet qui m'attriste encore beaucoup. Et du coup, je me suis dit on va le faire plus tard, mais j'ai eu l'idée de le faire maintenant parce que il m'a été demandé, t'avais l'air ravi que je fasse un épisode là-dessus, donc si tu me proposes et que je suis d'accord, et ben écoute, c'est avec grand plaisir, vraiment. Si on peut me donner des idées pour les vidéos, c'est parfait. Bon, c'est pas ça qui me manque, hein, t'inquiète pas, t'as pas besoin de me dire quel tueur je peux faire, quel tueur machin. Et voilà, aujourd'hui on va parler de la fusillade de Virginia Tech. Alors, ça n'allait pas terrible dans ma vie ces derniers temps, on va dire. Je me levais un peu, j'étais mal, je m'endormais, j'étais mal et j'étais bien que le soir en fait. Et là, ce matin, je me suis levé, ça va mieux. Ça va mieux, pour le moment ça va mieux, peut-être que ça va redescendre, je sais pas. Du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo motivée, en mode motivé, parce que voilà, c'est important d'être motivé dans les vidéos. Si on en fait, je vois pas pourquoi on devrait faire la gueule. Je vais essayer d'éviter de poster des vidéos où je suis à moitié, où je fais la gueule dedans. Mais là, je suis, comme je vous l'ai dit, partant et vraiment opérationnel pour faire cette vidéo. On est parti, let's go. Alors, Cho Seung-hui, je vais d'abord vous présenter son enfance, etc. Ensuite, on parlera de la fusillade. Je refais le commentary puisqu'hier je l'ai fait. Et quand j'ai réécouté le son, j'ai dit c'est bien, mais j'ai encore fait 2-3 réglages sur le micro parce que j'ai déjà commenté plusieurs vidéos avec le micro, j'en ai commenté 2. Et je me suis mis trop loin du micro en fait, j'étais beaucoup trop loin. Du coup ça a fait, ça résonnait un peu. Ça résonnait un petit peu, donc dans la série Femmes Tueuses que j'ai commencé, j'ai fait 2 épisodes pour le moment. Le deuxième sera upload bientôt normalement. Et ça résonne un peu, mais vous inquiétez pas, le micro là pour le moment il résonnera plus. Puisque je l'ai rapproché de moi. Je fais les derniers réglages, puisque quand on a du nouveau matos, on a souvent du mal à s'en servir au départ, et puis c'est après que ça vient. Alors, Cho Seung-hui, on y va pour son enfance. Alors, il est né le 18 janvier 1984 en Corée du Sud et est mort le 16 avril 2007 à Blacksburg, dans l'état de Virginie. Alors, c'est l'unique responsable de la fusillade de Virginia Tech, dans laquelle de nombreuses personnes ont trouvé la mort. Et c'est à l'âge de 8 ans qu'il émigre aux États-Unis avec ses parents. Il arrive d'abord dans la ville de Détroit. Détroit aux États-Unis, je veux pas te dire de conneries, mais il me semble que c'est quand même, je crois que c'est la ville la plus dangereuse d'ailleurs des États-Unis avec tous les règlements de compte à main armée, etc. Je me souviens d'un rappeur, je sais plus c'était qui, je crois que c'était peut-être Lil Wayne, un truc dans le genre qui disait moi à Détroit, je m'arrête pas au feu rouge. C'est pour vous dire le rapport quand même armé, thug life, mec dangereux qui ne s'arrête pas au feu rouge, bah à mon avis la ville doit être plutôt dangereuse. Alors il deviendra plus tard membre de l'université de Virginia Tech, qui se situe en Virginie, dans laquelle il va effectuer 4 années. Selon ses camarades, justement, Cho effectuait sa dernière année d'études pour obtenir un major en langue anglaise. Il aurait suivi précédemment des études de commerce, mais avait changé pour l'anglais en dernière année. Il semblait en fait beaucoup plus doué pour les maths. C'était les maths qui... Alors moi je suis pas du tout doué en maths, hein, mais Cho c'était les maths qui l'intéressaient. Et en fait, il était pas... Enfin, c'était pas les maths qui l'intéressaient, c'était les maths pour lesquels il était destiné, mais ce qui l'intéressait réellement, c'était la littérature. C'était un résident légal et permanent aux États-Unis. Il avait la nationalité. Il était je sais plus comment on dit. Oh, je me rappelle plus comment on dit quand on associe la nationalité coréenne aux États-Unis. Enfin bref.
Il vivait dans une petite commune située à 50 km de la capitale, donc Washington DC. Ses parents dirigeaient tous deux à l'époque une laverie et sa sœur était déjà diplômée de l'université de Princeton, une université qui se situe dans le New Jersey. Donc il avait une grande sœur. Selon plusieurs docteurs du département de la psychiatrie de New York, il semblait être affecté par une substance toxique qui aurait pu augmenter chez lui les risques de développement de symptômes schizophréniques. Il avait des symptômes, il avait des penchants schizophrènes. Et donc en raison sur la loi de la confidentialité, Virginia Tech n'était pas au courant de ce diagnostic et on lui a donc accordé une chambre dans un dortoir de l'université. Mais très mauvaise décision. Certes, il va passer 3 ans, pendant 3 ans il sera un peu effacé on va dire, il va juste se faire légèrement remarquer, mais c'est au bout de sa 4e année qu'il va rentrer dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire du meurtre de masse et qui va même se faire... qui va même aussi, j'ai envie de dire, qui va même faire connaître son université au monde entier, puisque Virginia Tech, comme on nous le précise dans le reportage, elle n'avait bénéficié d'aucun soutien particulier, d'aucune notoriété particulière auprès du grand public, et c'est le 16 avril 2007 qu'elle va devenir mondialement connue. Donc je peux vous dire aussi que durant son apprentissage à Virginia Tech, il restait muet, une capuche sur la tête, il était capuché du matin au soir. Il ne parlait à personne et ne répondait pas, en fait, lorsqu'on lui parlait. Tu peux te dire, il parlait à personne, mais au moins quand on lui dit bonjour, il répond. Ben non, en fait, lui, il répondait jamais. C'était la capuche du matin au soir. Il avait un comportement très étrange. Il paraissait à la fois renfermé et suicidaire, n'avait presque pas d'amis et sera plus tard jugé comme étant atteint d'un trouble de la parole, une maladie qui s'appelle le mutisme, qui l'empêchait de s'intégrer. Le mutisme, c'est une maladie assez dangereuse puisque c'est pire que la timidité. À ce moment-là, c'est vraiment t'es dans ta bulle, je suis dans ma bulle. Bon bref, on va arrêter de faire du rap. Et donc oui, effectivement, c'est une maladie très dangereuse puisqu'il ne parlait à personne. Et ça l'empêchait de s'intégrer. Et il est dit qu'il en souffrait beaucoup. Donc je peux le comprendre puisque bon, vouloir s'intégrer mais ne pas pouvoir, c'est compliqué. Certaines personnes partageant les cours avec lui diront clairement, je vais vous dire exactement ce qu'ils disaient, les personnes qui partageaient les cours avec lui. Des fois, on essayait de lui parler, de savoir ce qu'il aimait faire, mais il ne répondait jamais, il se contentait simplement d'hocher la tête en nous esquivant. C'était la personne la plus renfermée qu'on ait jamais vue. Alors sachant que tu croises environ 5000 personnes au cours de ta vie, c'est 15 000 personnes en vrai au cours de ta vie, bon là ils ont au début de leur vie, ils ont 20 ans, ils ont peut-être croisé 5000 personnes depuis le début de leur vie. Et de dire que c'est la personne la plus renfermée que t'as jamais vue, bah il y a un problème. C'est vraiment que ce mec a un sérieux problème. Cependant, Cho, il aimait la littérature, il aimait beaucoup la littérature, ça lui permettait de se libérer. Même s'il semblait destiné à faire des maths, car il était très bon, comme je vous l'ai dit, et préférait s'intéresser à l'apprentissage de l'anglais. Plusieurs écrits morbides alerteront ses enseignants, ainsi que les services de police. Il avait déjà fait un bref passage en fait dans un hôpital psychiatrique en décembre 2005, j'allais dire 2015, mais non, 2005. Et en 2006, on n'entendra plus beaucoup parler de lui, même si certains écrits continueront d'inquiéter. Pour beaucoup, cela a été grotesque, mais vraiment totalement grotesque. Je vais vous les lire là juste après, ce qu'il aimait écrire en devoir de rédaction. Son premier devoir de rédaction, justement, s'agissait d'une pièce en un seul acte, intitulée Richard Macbeef. Mon Dieu, qu'est-ce que je kiffe ce nom, Richard. Je crois qu'il n'y a pas de nom plus classe sur Terre, Richard. Tu vois, en France, on dit Richard, mais aux États-Unis, on dit Richard. Et franchement, Richard, c'est la classe. Voilà. Donc, le principal protagoniste de la pièce est un garçon de 13 ans qui accuse son beau-père d'abus sexuels. On peut voir que déjà, il n'est pas tout à fait normal de penser à ça. Le garçon menace de le tuer et les deux hommes entrent dans une violente dispute. La pièce se termine par la mort du garçon qui reçoit un coup mortel de son beau-père. La première pièce, on remarquera qu'elle montre une certaine rage. Mais la deuxième, puisqu'il a écrit plusieurs pièces alarmantes, plutôt une extrême frustration. 3 jeunes de 17 ans jouent au casino tout en discutant de la haine qu'ils portent à leur professeur de maths âgé de 45 ans. Il s'appelle Monsieur Bronston. Les étudiants l'accusent une nouvelle fois d'abus sexuels et de violence envers eux. L'un d'eux affirme à 2 reprises qu'il veut tuer Monsieur Bronston. Une autre étudiante souhaite que Monsieur Bronston meure et dit qu'elle veut le voir saigner. À la fin de la pièce, l'un des étudiants gagne le jackpot. Oula, je vais avoir du mal.
le jackpot de 5 millions d'euros au casino, Monsieur Bronston intervient et convainc la direction du casino que les étudiants l'ont attaqué et lui ont volé le ticket gagnant. On peut voir qu'il a de l'imagination quand même dans ce qu'il écrit, et la direction donne alors le ticket gagnant à Monsieur Bronston, il fait jeter dehors les étudiants, l'histoire se termine avec la menace de revanche de ces derniers. Sérieux problème au niveau de ses écrits, il faut savoir que depuis déjà 7 ans, il éprouvait des pensées agressives et était fasciné par le massacre de Columbine. C'est d'ailleurs cet événement qui va l'influencer et certainement le faire passer à l'acte, c'est même plus que sûr. Et je vais vous dire en quelque sorte tout ce qui s'est passé durant cette sinistre journée du 16 avril 2007. Le West Ambler Johnston Hall, c'est l'une des nombreuses résidences universitaires du campus Virginia Tech, puisque le campus il y a à peu près 10 000 personnes dedans, hein. C'est pas un petit lycée, hein. C'est pas un collège, c'est pas un petit truc, c'est vraiment un gros campus qui regroupe des milliers d'élèves qui viennent vraiment de tous les pays. Et à ce moment-là, à 7h15, on remarque qu'un homme et une femme ont été tués par balle. À partir de 7h15, le tueur réalise des extraits vidéo qui feront le tour de la planète et se rend au bureau de poste pour l'envoyer à la chaîne de télévision NBC. NBC News, qui est l'une des chaînes de télévision américaines les plus connues. C'est la chaîne d'information un peu comme BFM TV qu'on a en France. 7h30, les 2 blessés sont transportés à l'hôpital le plus proche du campus. Une demi-heure plus tard, les cours commencent pour des milliers d'étudiants qui se rendent à Virginia Tech. La police fait évacuer la résidence universitaire, effectue les premiers relevés d'enquête et commence à interroger des témoins en pensant que l'homme qui a tiré sur les 2 étudiants a déjà quitté le campus. 9h26, les premiers tirs ont lieu dans le bâtiment Norris Hall de la résidence universitaire. Le bâtiment abrite des salles de classe en ingénierie. Vers 9h30, des étudiants présents dans le Norris Hall signalent de nombreux coups de feu. Pour une raison indéterminée, un inconnu avance de salle en salle et tue plusieurs personnes dans ce bâtiment avant de se suicider. Selon des témoins, il était de type asiatique et portait un trench noir. Le trench noir, ça fait bien évidemment référence au massacre de Columbine, puisque Cho était passionné par Columbine, et Cho, bien sûr, a voulu reproduire ce qui s'est passé lors de cette fameuse journée du 20 avril 1999. Sauf que là, on était bien évidemment en 2007. Donc à 9h50, un courriel annonce qu'un tireur fou se trouve sur le campus. Le message est clair, restez dans les bâtiments, éloignez-vous des fenêtres. 10h16, un nouveau courriel annonce l'annulation de tous les cours qui demande à ceux qui sont dans le campus de s'enfermer et à ceux qui sont à l'extérieur de ne pas y rentrer. 10h52, une annonce retentit, il y a plusieurs victimes dans le bâtiment Norris Hall, un tireur a été arrêté, la police en recherche un deuxième. Ils arrêtent un innocent, à ce moment-là, ils vont arrêter un innocent et ils ignorent qu'en fait le tireur vient de se suicider. Les entrées du campus sont fermées. En réalité, Cho est encore à l'intérieur. Il s'est suicidé après 11 minutes de carnage et 11 minutes même après avoir fait sa première victime. Le bilan est totalement affreux, il est totalement effroyable. C'est dans l'après-midi, environ 3 heures plus tard, qu'on dénombrera 32 innocents, la mort de 32 innocents dont 5 professeurs dans un campus. De plus, l'identité du tireur sera confirmée puisqu'il a envoyé des documents vidéo à la chaîne de télévision américaine NBC News, ainsi qu'une photographie de lui armé entre les 2 fusillades, celle du matin dans laquelle il avait fait 2 morts et celle du bâtiment Norris Hall dans laquelle il en fera 30 autres. Évidemment que cette fusillade aurait pu être évitée, évidemment, c'est sûr et certain, il y avait eu plusieurs signes avant-coureurs. Faut savoir qu'il avait cadenassé les issues et donc ça a retardé les policiers. Également, on aurait pu intervenir entre les 2 fusillades, on ne savait pas que le tireur allait récidiver puisqu'il y a une fusillade le matin qui a fait 2 morts. L'identité de sa première victime, on n'est pas au courant de pourquoi il a tué cette personne, il ne la connaissait même pas. La deuxième victime qui était un homme, on ne sait pas non plus, c'est juste parce qu'il est venu à la rescousse de la première victime. Peut-être un crime passionnel, rien n'a été prouvé. Peut-être qu'il est amoureux d'une fille qui ne l'aimait pas. Je vais vous dire ses propos sans les déformer, je vais vous dire ce qu'il a dit, mot pour mot. J'aurais tout fait pour que ce jour n'arrive jamais, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Vous m'avez poussé dans mes derniers retranchements, maintenant vous avez du sang sur les mains qui ne partira jamais. Après ce terrible carnage, de nombreux enterrements auront lieu un peu partout dans le monde. Il sera déterminé que plusieurs des victimes venaient du Canada, d'Israël, de Géorgie ou encore d'Égypte. La famille du tireur est désolée et s'excuse auprès des proches des victimes et n'y sont pour rien, ça c'est sûr, je peux vous le dire. Sa sœur avouera même que
que Cho n'avait jamais eu de problème particulier, il vivait dans une famille qui l'aimait. Il pouvait pas soupçonner une telle violence chez lui, hein, vraiment. Là, faut vraiment faire preuve d'un sang-froid incroyable, d'une agressivité pas possible, parce que tirer de sang-froid sur des personnes, on sait qu'il voulait se suicider, mais suicide-toi, mais le fais pas après avoir tué 32 personnes, c'est pas possible, ça se fait pas. Et aucun membre de sa famille, de toute façon, n'aurait pu soupçonner qu'il pouvait être capable d'une telle violence. Les membres de sa famille sont des gens tout à fait normaux. Plusieurs de ses grands-parents vont réagir, vont bien évidemment s'excuser. C'est vraiment... Cho, ça reste encore une énigme. Donc ainsi, 8 ans, presque jour pour jour après la fusillade de Columbine en 1999, éclata le pire massacre de l'histoire des États-Unis, le massacre de Virginia Tech. Voilà, je vous ai résumé le massacre en plusieurs étapes. Je vous ai résumé l'enfance, le tireur. Je vous ai résumé aussi le déroulement de la journée. Je vous ai résumé son entrée dans le campus Virginia Tech. J'ai tout résumé, j'ai essayé de vous résumer son état mental, etc. J'ai essayé de tout faire au mieux. Je trouve que mes vidéos s'améliorent de temps en temps, de plus en plus. J'espère que vous kiffez les vidéos longues où je peux mettre beaucoup de détails. J'espère que vous kiffez le nouveau micro. J'espère que vous kiffez ma manière de commenter. Même si je me suis un petit peu trompé beaucoup dans cet épisode. Dans les autres, ce sera mieux. Puisque je viens de me réveiller encore une fois. Et que je vais pas très bien en ce moment. Mais là, pour le moment, je récupère du poil de la bête, on va dire. Voilà. Donc je vous laisse. C'était Youbs. Je vous dis pas au revoir. Je vous dis ciao. À plus tout le monde. Quand les policiers sont arrivés, je me suis dit qu'on était sauvés. Ils ont défoncé la porte. C'était l'unité d'intervention. Ils étaient tout en noir. L'un de ses membres a regardé autour de lui et a dit « On a pas mal de Delta Charlie Delta ». Je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Il s'est approché d'une fille à côté de moi et a répété « Delta Charlie Delta ». Et là j'ai compris. Décédé. Il ne s'en était pas sorti.